Bienvenue à vous sur Mobility TV. Nous parlons aujourd'hui de la voiture électrique à 100 €. Le leasing social pour les intimes. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'elle va être réalité et surtout, dans quelle mesure sera-t-elle bientôt réalité? On en parle avec nos invités. Alexandre Marian, bonjour à vous. Bonjour. Vous représentez Alix Partners. Nous sommes également avec Eric Royol. Bonjour à vous. Bonjour, Crédit Étienne. Pardonnez-moi, excusez-moi, Étienne Royol, je le redis, voilà, Crédit Agricole Consumer Finance. J'espère que j'ai mieux prononcé que votre prénom. Nous sommes également avec Nicolas Lobigo, bonjour à vous, pour la plateforme automobile qui regroupe tout l'écosystème industriel de l'industrie automobile française. C'est important de vous avoir tous les trois autour de cette table. J'avais dit, est-ce que ce sera bientôt réalité? Ça l'est presque déjà, en fin de compte, la voiture électrique à 100 €. Étienne Royol. Oui, ça l'est. Enfin, en tout cas, au Crédit Agricole, on a mis un point d'honneur à travailler sur ce sujet-là. D'abord parce qu'on a un ADN qui, quand on s'appelle Crédit Agricole, nous oblige, notamment sur les sujets d'inclusion. Et puis parce qu'on ne peut pas ignorer qu'en étant un financeur actif du domaine de l'automobile, avec l'augmentation des prix, il fallait qu'on y travaille. Et on l'a fait, d'abord sur des véhicules d'occasion. Et on a permis d'avoir des véhicules critériens récents qui aient des niveaux de tarification qui fitent complètement le projet du gouvernement sur le leasing social à 100 €. Et puis avec un constructeur, en l'occurrence MG, pour pouvoir accompagner là aussi sur du véhicule neuf. Exactement. Sur quel type de véhicule? MG4, en l'occurrence. La fameuse d'ailleurs, qui se vend très bien. Ouais. Effectivement, et c'est... Alors évidemment aussi, c'est un véhicule qui est connu pour son rapport qualité-prix, c'est-à-dire que c'est plus facile, j'imagine, pour vous aussi de commencer par ce type de véhicules qui sont à tarif abordable. C'est plus facile et ça permet aux clients d'avoir un véhicule neuf qui ait un gabarit aussi, qui soit agréable pour une famille, parce que la MG4, elle permet de faire ça. Et on tient à plusieurs dedans, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, d'abord, à qui peut s'adresser ce dispositif qui se construit justement? On sait que le ministre des Transports, Clément Beaune, a dit qu'il pourrait s'adresser à terme à la moitié des ménages français. Ça paraît considérable. Est-ce que vraiment la moitié des Français ou des ménages français pourront avoir une voiture électrique à 100 €? Alors, ça paraît difficile à atteindre dans un premier temps, mais en tout cas, en tout état de cause, s'il y a une volonté politique de le faire, c'est possible. Cela étant dit, vu l'état actuel du prix d'un véhicule électrique et vu l'état actuel du marché, ce ne sera pas avant un certain temps. On va y revenir d'ailleurs, Oui. parce que justement cet objectif qui est maintenu fait face à de sérieux défis conjoncturels. Exactement. Alors, dans un premier temps, un véhicule électrique, ça coûte très cher, ça coûte beaucoup plus cher qu'un véhicule thermique. Et aujourd'hui, ce qui permet de maintenir le marché, ou en tout cas de le lancer, c'est les subventions. Ouais. Et ces subventions, elles sont très importantes pour la pérennité du véhicule électrique. Or, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt des subventions année après année qu'une vision à long terme. Donc ça rend le défi de la voiture à 100 € financée et pérenne très compliqué. Sachant qu'il faudra avoir une visibilité sur le prix à terme de tel ou tel véhicule qu'on voudrait proposer à 100 € par mois. J'imagine que ça complique le défi de tout le monde. Nous sommes aussi avec Nicolas Lobigo, je le disais, pour la plateforme automobile. D'abord, j'imagine que tout le monde fait un effort autour de cette table pour rendre possible ce véhicule électrique à 100 € par mois. Concrètement, qui met la main à la poche en tout? Concrètement, l'État, déjà, puisque l'État, dans son dispositif de leasing social, prévoit de rajouter, par rapport au bonus qu'on connaît déjà, un certain montant qui est encore à définir. Et donc, voilà, il mettra aussi en place une garantie d'État contre les loyers impayés, donc c'est ça qui constitue aussi un budget à prévoir. Et puis, les constructeurs sont en train de travailler sur leurs offres de leasing à 100 € en respectant le cahier des charges qui sera défini par les pouvoirs publics. On n'en connaît pas encore complètement tous les détails. On sait pas encore donc avec concrètement... sans doute des marges qui seront relativement réduites. Les questions qui se posent à ce stade, c'est à partir de quel revenu fiscal, jusqu'à quel revenu fiscal de référence on peut bénéficier de cette offre? C'est ça. Alors le gouvernement veut cibler les ménages des déciles D1 à D5, donc jusqu'à 14 000 € à peu près de revenus fiscal de référence par part, Oui. ce qui constitue effectivement la moitié des ménages français qui sont éligibles à profiter du dispositif. Ça ne veut pas dire que tous vont se ruer sur le... Exactement. Nous, on a quelques doutes sur le sujet, justement, quant à la capacité des ménages à véritablement souscrire à ce type C'est-à-dire de leasing. Quand on gagne moins de 14 000 € de revenus annuels de référence, on a peut-être autre chose à faire que de mettre 100 € par mois dans un véhicule, avant toute chose, et déjà sur la partie alimentaire. Donc, exactement. et puis c'est un marché qu'on ne connaît pas du tout. C'est des ménages qui, jusqu'à présent, avaient plutôt tendance à être présents sur le marché des véhicules d'occasion, pas du tout des véhicules neufs. Des véhicules d'occasion thermiques par définition. Exactement. Pour un constructeur qui vend des véhicules neufs dont la moyenne en prix est plutôt autour aujourd'hui, plus autour des 30 000 € qu'autre chose,
c'est évidemment un marché qu'on ne connaît pas, le marché des ménages qui pourraient potentiellement accéder à un véhicule neuf au travers d'un leasing. Un marché qu'on ne connaît pas et pourtant un marché sur lequel vous vous êtes lancé joyeusement, si j'ose dire, avec Crédit Agricole Consumer Finance. Ça veut dire que vous avez quand même un doute sur ce à quoi ressemblera ce marché. Oui, je partage pleinement ce qui vient d'être dit. C'est un marché qu'on ne connaît pas, c'est un marché qui est émergent, puisqu'il est très lié aux contraintes finalement, qui vont peser sur les ménages dans leur mobilité future. En d'autres termes, c'est ceux qui passent à l'électrique par contrainte et non par choix. Je le pense. Enfin, on a toute la partie de la mise en place, notamment des zones à faible émission, des zones à mobilité et faible émission, sur lesquelles, là, on a un vrai sujet, même si leur calendrier est en train de se distordre. Il reste des ZFE, il reste une ZFE qui sera, même si elle est légèrement retardée, très impactante. C'est la ZFE parisienne. Ne l'oublions pas, cette ZFE, elle ne porte de parisienne que le nom, puisque c'est le périmètre intérieur de la 86, sur lequel vous avez à peu près 7,5 millions d'habitants, 7,5 millions d'habitants, 2,3 millions de véhicules. Il y en a les 2 tiers qui ne passent pas le cut-off. C'est-à-dire qu'on est niveau de vignette critère supérieur à 1. Je ne parle même pas des véhicules utilitaires. Il suffit d'observer les pare-brises. D'ailleurs, vous verrez qu'à ce stade, il y a beaucoup de véhicules dans cette zone qui n'ont pas de vignette. Et donc, c'est un marché qui difficilement, on a du mal à le connaître parce que quand un ménage, et moi je partage pleinement ce qui a été dit, quand un ménage est challengé sur, encore une fois, son budget mensuel, il attend que la contrainte, elle soit vraiment devant lui et il n'est pas forcément dans l'anticipation. Après, il y a probablement une frange qui va adopter les choses un peu plus vite. Du coup, c'est pour ça qu'on a commencé à construire cette offre et qu'on a commencé à la construire d'ailleurs au tout début sur des véhicules d'occasion, parce que je partage là aussi pleinement la vision de dire qu'on peut aller chercher, on peut aider à rajeunir le parc automobile roulant en allant chercher des véhicules d'occasion Critère 1, donc qui rentrent dans ces fameuses ZFE, donc qui ne sont pas dans la logique, dans le standard du 100% électrique qu'on évoquait tout à l'heure. Vous pouvez avoir par exemple des véhicules au GPL, des véhicules avec d'autres types de motorisation, essence même. De l'hybride, de l'essence Critère 1. Je rappelle qu'on est sur les normes Euro 6, donc ça fait déjà quelques années qu'on en produit. Et un véhicule d'occasion de moins de 3 ans en Critère 1, je pense qu'on fit bien les sujets et on va permettre, en tout cas, d'améliorer la qualité de l'air, parce que c'est ça l'objectif, notamment dans les ZFE. Et oui, notamment, c'est en tout cas pour la qualité de l'air. Ça, c'est très important. L'autre avantage, c'est que vous, en ciblant l'occasion dès le début, ça vous permet d'avoir une disponibilité des véhicules assez vite. C'est ça. Et puis, c'est un vrai sujet sur lequel nous travaillons de concert avec les distributeurs automobiles qui ont ces fameux parcs de véhicules de moins de 3 ans en Critère 1 et qui, bien souvent, sont sous régime de TVA, qui sont en location avec option d'achat et sur lequel on peut à nouveau mettre en place un leasing de manière à avoir un amortisseur avec la valeur résiduelle qui permet d'avoir des loyers qui soient attractifs et qui fitent le 100 € par mois. Exactement. Alors Alexandre Marion, c'est difficile de vous demander de regarder dans votre boule de cristal pour Alix Partners, mais est-ce qu'on a une idée du nombre de Français qui pourraient rouler demain en voiture électrique grâce à ce dispositif? Il y a la théorie, il y a ceux qui ne se trompent pas concrètement. Alors, en fait, je partage également le point qui a été dit plus tôt, c'est-à-dire que le nombre de Français qui pourraient rouler demain en voiture électrique, il est estimé à, on va dire, 15% des ventes de véhicules, 15-20% des ventes de véhicules l'année prochaine. Mais ce n'est pas des ménages modestes, c'est beaucoup plus des ménages premium qui ont les moyens de s'acheter ce type de véhicule. Qui achètent une Tesla, une Mégane E-Tech la Tesla, la Mégane E-Tech, même la MG4, qui reste quand même un véhicule très cher par rapport à son positionnement si on le compare par rapport au même véhicule en version thermique. La difficulté, c'est au final, pour avoir un véhicule avec un prix mensuel de l'ordre de 100 €, c'est à combien va-t-il se vendre dans 2, 3, 4, 5 ans? Et ça, c'est la valeur résiduelle. Et vu le parc automobiles de véhicules électriques qui est disponible, vu le nombre de modèles qui sont lancés cette année et les 2-3 prochaines années, finalement, il y a beaucoup d'incertitudes sur ce sujet. D'autant plus qu'il y a un constructeur de référence sur l'électrique, même si c'est l'autre gamme, qui passe son temps à casser ses prix ou alors à augmenter ses prix. C'est difficile de savoir combien sa voiture vaudra à la fin si jamais on joue avec ça. Vous avez des bonus qui peuvent changer aussi, on va en reparler. Concrètement, c'est difficile de se lancer là-dedans. Exactement, c'est ça la difficulté. Il y a besoin d'avoir beaucoup plus de recul et aussi de visibilité. Alors le recul, c'est dur, on n'a pas de boule de cristal, mais on peut quand même essayer de travailler sur un certain nombre d'hypothèses de valeurs résiduelles basées sur ce qui s'est fait sur le véhicule thermique. Cela étant dit, il faut prendre en compte la batterie, qui est un sujet important. Et puis, sur la pérennité des subventions, il y a un autre sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en Europe, ou en France en tout cas, sur des subventions à qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Si vous regardez aux États-Unis, l'Inflation Reduction Act, lui, donne des visibilités sur une tranche de 8-9 ans. Et bien ça aide énormément aussi le marché à avoir de la visibilité et à se préparer à ce qui va arriver. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels on a encore la main et qui peuvent absolument accompagner cette transition. Mais vous dire aujourd'hui, pour répondre à votre question initiale qui était, vous dire aujourd'hui le nombre de personnes parmi ces 15-20% de véhicules vendus qui seront dans les ménages modestes,
Je ne peux pas vous donner une réponse claire, mais je pense que ce ne sera pas beaucoup. Exactement. Mais qui a la main, justement, pour donner une visibilité à tous les acteurs aujourd'hui? Est-ce que c'est l'État français? Est-ce que c'est même, pourquoi pas, la Commission européenne? Je rappelle que Ursula von der Leyen vient de sonner la charge sans qu'on sache vraiment jusqu'à quel niveau ça ira contre les voitures électriques produites en Chine. Qui a la main pour vous donner cette visibilité? La visibilité, elle a été donnée par effectivement les institutions européennes avec l'horizon 2035 du tout électrique sur lequel, qui constitue la trajectoire pour les constructeurs qui convient de tenir. Ça, c'est sûr, c'est adopté. Sauf que sur les prix? Sauf que sur les prix, effectivement, alors je rejoins Alexandre Marian, on est sur des véhicules qui coûtent beaucoup plus cher. Nous, on est sur l'analyse des prix catalogue et on est, bonus compris, autour de 40% supérieur en véhicule électrique sur le prix par rapport à un véhicule thermique. Donc ça veut dire qu'effectivement, on a cette difficulté d'accès pour les ménages à un véhicule qui coûte plus cher. Et aujourd'hui, on est en train de cibler des ménages qui n'ont qu'un seul véhicule, là où jusqu'à présent on a plutôt équipé les ménages qui avaient 2 véhicules avec le deuxième véhicule, donc qui a un rayon d'action un peu plus restreint que les ménages qui n'ont qu'un seul véhicule, qui doivent donc tout faire avec un véhicule type couteau suisse et les déplacements du quotidien et les déplacements longue distance. Et donc ces ménages-là sont confrontés à des prix qui sont supérieurs, d'où la nécessité de continuer de prévoir des incitations, enfin, en tout cas des subventions à l'intention des consommateurs pour tenir une trajectoire qui nous est imposée par la Commission européenne. Donc là, on est plutôt sur 2023 sur une bonne tendance. On devrait tenir les objectifs qu'on se fixe pour s'inscrire sur cette trajectoire qui est un peu exponentielle jusqu'à l'horizon 2035. Mais dès 2024, on est sur une inflexion de pente où là, ça va être il va falloir cravacher à marche forcée et évidemment avec le besoin d'incitation fiscale à l'intention des consommateurs. Exactement. Donc il y aura encore des négociations importantes. Alors, c'est déjà en partie commencé, les négociations puisque dans le projet de loi de finances qui va bientôt arriver, on négocie dans les grandes masses les différents budgets qui pourront être alloués à la mobilité. Est-ce qu'à ce stade, la plateforme automobile est plutôt optimiste? Alors, on pense qu'on sera plutôt dans la continuité de ce qui a été prévu jusqu'à présent en termes de budget à dédier donc au verdissement de la mobilité. Et c'est une bonne chose ou c'est pas C'est une bonne chose, oui, tout à fait. Alors ça va concerner les véhicules particuliers, les véhicules utilitaires, les poids lourds également, qui sont en train de s'électrifier, les bus électriques, avec des obligations qui sont pas encore adoptées au niveau européen de bus électriques à 100% électriques à l'horizon 2030 pour les collectivités. Donc ça, ça va pas être une mince affaire. Donc avec tout ça, effectivement, il faut essayer de proposer des incitations et de jouer au vase communicant pour essayer d'aider l'ensemble des secteurs à verdir le marché. Du pain sur la planche, donc Étienne Royol. Parlons aussi de ceux à qui ça s'adresse. Concrètement, aujourd'hui, on sait que malgré tout, la voiture électrique coûte, c'est objectif, plus cher en moyenne qu'une voiture thermique. À partir de quel revenu on peut espérer pouvoir rouler en électrique en France aujourd'hui? Je pense que c'est une bonne remarque et ça interroge la question de c'est quoi plus cher? Parce que le sujet, c'est que si on a toujours un prisme sur lequel un véhicule se finance à crédit, oui, c'est plus cher, c'est mathématique. Par contre, les véhicules, désormais, se financent majoritairement grâce à des offres locatives. Et moi, je pense que, même si la totalité de ce prix n'est pas absorbable par des offres locatives, aussi d'ailleurs, parce qu'il y a un challenge qui est lié aux taux d'intérêt qui impactent ces offres, globalement, les offres locatives répondent quand même à une partie de l'inflation qu'on a pu avoir sur la valeur des véhicules. Ça fait passer la pilule. Je ne dirais pas faire passer la pilule, je ne l'aurais pas expliqué comme ça, mais par contre, je trouve que ça rend accessible et ça sécurise. C'est-à-dire qu'au-delà de l'accessibilité, je pense qu'il était évoqué, je crois tout à l'heure, le fait que les véhicules électriques allaient évoluer. Un véhicule électrique, c'est un véhicule qui est technologique. Et ce véhicule technologique, il aura des générations. On a déjà eu des générations de véhicules électriques, il y a 3 ans, il y a 4 ans, qui n'ont plus rien à voir avec celles que nous avons. Il y a un gap entre la première Zoé, par exemple. Il y a un gap entre la Zoé, il y a un gap entre la Citroën C0 et à aujourd'hui ce que l'on peut avoir avec une Dacia Spring, par exemple. Et on aura encore ces gaps. Et le marché de l'occasion est très petit. Donc je ne suis pas tout à fait, et je pense qu'il y a 2 revers à cette médaille, je ne suis pas tout à fait aussi pessimiste sur la partie des valeurs résiduelles, parce que même si je comprends bien le sujet, et il est vrai que le prix des véhicules électriques va probablement baisser dans les années à venir,
on a un marché de location qui est à néant aujourd'hui. Hein. Je nous engage à aller regarder une grande plateforme, une grande marketplace en France qui aujourd'hui propose des véhicules. Vous allez voir qu'il y a à peu près 700 000 véhicules sur cette marketplace et vous en avez moins de 50 000 qui sont des véhicules électriques. C'est une terre de mission. Il y a besoin de véhicules électriques, encore une fois, et de véhicules propres d'occasion. Et tant que ce marché sera là, pour le coup, on a un soutien au VR. Et le sujet des subventions, que je partage pleinement, on a un vrai sujet autour des subventions et de la continuité de cette subvention. Si malheureusement, là aussi, elle devait s'arrêter, là, c'est pareil, ça aura un impact positif sur le parc de valeur résiduelle des véhicules. C'est ça. Donc, moi, je pense que si on veut vraiment les rendre accessibles, il faut faire ça, il faut continuer le sujet de la subvention, il faut avoir un peu d'engagement de la part, et là, c'est vraiment le financeur que je suis et que nous sommes, La part des doit s'y financeurs. engager sur la partie des valeurs résiduelles avec les distributeurs, et je pense qu'ils le font largement, pour pouvoir permettre de le rendre plus accessible. Et oui, demain, quand on parlait d'acheter ou de prix, oui, on ne va plus acheter son véhicule électrique, on ne l'achète déjà quasiment plus, on va le louer. C'est ça, on n'achète pas content, en tout cas, ça c'est très clair. Et juste un point à ajouter qu'on oublie souvent, parce qu'en fait, ce que les gens regardent quand ils achètent une voiture, c'est le prix de base, le prix d'achat. Il faut quand même toujours garder en tête que, à l'exception de quelques endroits précis lorsqu'on fait des grands trajets, l'électricité, ça coûte 3-4 fois moins cher de faire un plein d'un véhicule électrique que de faire un plein d'essence. Alors, en ces temps où on est en train de disputer le prix du litre à 1,99 €, c'est vrai que c'est un rappel. Alors, Il faut compter le prix des recharges pendant toute la durée de possession du véhicule, et comme ça donnerait un prix intéressant. C'est le coût total d'utilisation, sauf que le leasing est un outil qui permet justement de répondre à ça, puisque au final, on voit un budget de voiture plutôt qu'un budget de l'essence plus la voiture. Donc, malgré tout, culturellement, c'est difficile. Et les utilisateurs, les familles ont beaucoup de difficultés à le comprendre comme ça, parce qu'on voit toujours le prix facial. Mais c'est vrai que factuellement, pour un utilisateur qui fait 10, 15, 20 000 km par an, l'équation économique peut avoir du sens. Ça peut avoir beaucoup d'importance. Quel véhicule? Je n'ai même pas posé la question. Elle est pour vous, évidemment, Nicolas Le Bigot, pour la plateforme automobile. Quels véhicules pourraient être éligibles à ce leasing social à 100 € par mois? Alors, selon les modalités prévues par le gouvernement, pour ce que j'en sais, parce qu'encore une fois, rien n'a été adopté. C'est pour ça que je demande à celui qui les croise le plus souvent. Alors, ceux qui ont le plus de capacité à atteindre, évidemment, les 100 € par mois sont plutôt les véhicules de segment A, les plus petits véhicules. Voilà, ça n'étonnera personne. Mais il est possible que ce dispositif soit aussi disponible pour d'autres catégories de véhicules, mais sans avoir d'aide complémentaire. Voilà, donc, et sans être obligé de tenir l'objectif des 100 € par mois. L'idée étant aussi de proposer des véhicules qui répondent aux besoins des usagers et qui ne soient pas que des tout petits véhicules à vocation urbaine. Je le disais tout à l'heure, voilà, on tape maintenant dans des véhicules, enfin dans des ménages qui n'ont qu'un seul véhicule. Le risque étant qu'ils arbitrent sur un véhicule thermique pour conserver leur capacité de longue distance ou de taille de véhicule, puisqu'un véhicule électrique étant plus cher, ils pourraient décider d'opter pour un véhicule un peu moins, de segment un peu inférieur, moins gros. Alors certes, ça peut être tout à fait une bonne idée pour des raisons d'efficacité énergétique, mais si ça ne répond pas à leurs besoins, ils peuvent être conduits à opter pour un véhicule thermique. C'est ça, on aura l'embarras du choix en quelque sorte. Dernière question pour le financeur que vous êtes, Étienne Royol. On en a parlé très brièvement. Au moment où vous calculez justement le financement d'une opération pareille, on a des matières premières qui flambent, on a aussi le renchérissement des taux d'intérêt. Ça complique l'équation quand même. Je crois que ça a été dit, ça ne doit pas être un dogme. Il n'est pas dit qu'on puisse tenir un véhicule à 100 € pendant très longtemps, parce qu'il y a des contraintes qui sont autour de nous. Je pense qu'il y a une saine prise en charge de l'État, qui est pour les ménages, en tout cas les plus modestes à avoir, mais je ne pense pas que ça puisse être un dogme. Maintenant, je pense qu'on a vécu aussi une période qui a été un peu particulière avec le Covid, qui a créé du trouble, notamment chez les constructeurs, et des difficultés d'approvisionnement qui ont eu des impacts sur les prix factuels, encore une fois. J'espère que ça va se résorber. Ça va se résorber, oui. Sinon, on aura toujours l'occasion pour récupérer un véhicule rapidement. C'est déjà ça. Merci à tous les trois d'être intervenus sur le plateau de Mobility TV. Alexandre Marian pour Alix Partners, Étienne Royol, Crédit Agricole Consumer Finance, et Nicolas Le Bigot pour la plateforme automobile. À bientôt sur le plateau de Mobility TV.